Bonsoir et merci de votre fidélité à Guyane la Première. Ce soir, dans Politique 1. C'est vous, notre invité est Serge Smoke, le maire de Matoury. C'est peu dire que son arrivée à la tête de la municipalité arrive après une série de soubresauts politiques. Bien entendu, nous parlerons de tous ces dossiers qui animent l'actualité communale. Mais évidemment, difficile de ne pas parler de la recomposition des forces au sein du conseil municipal qui a complètement évolué. Il y a également, on l'a dit, des dossiers urgents comme celui des squats. Matoury, il faut le rappeler, est la 3e commune de Guyane en nombre d'habitants après Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir Serge Smoke. Bonsoir M. Xavier, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, précisons tout de suite, pour ceux qui nous suivent sur la toile, notamment sur notre page Facebook, bien entendu, n'hésitez pas, réagissez, émettez vos commentaires et nous tâcherons, durant l'émission, de prendre le temps de poser quelques-unes de vos questions. Nous rentrons dans le vif du sujet. Serge Smoke, je le disais, la gestion des squats, l'un des dossiers que nous allons voir ce soir. Le phénomène prend de l'ampleur, c'est vous-même qui le dites. Pourtant, on l'a vu, vous avez médiatisé des opérations de destruction de squats dans certains secteurs comme à Comou, au niveau de Cogno-la-Mirande. Concrètement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un coup d'épée dans l'eau, Serge Smoke? Jamais, pas du tout. Il faut travailler, il faut agir. Et moi, mon maître mot, c'est l'action. Je suis un homme de terrain. Il faut agir. Parce que si on n'agit pas, si on ne donne pas des signes forts, donc lorsqu'on sommes en phase de problématique, dire que, bien, on observe un certain laisser-aller et on dira après, bien oui, que les élus ou l'élu qui était en place n'a rien fait. J'ai décidé de prendre à bras le corps cette problématique. Et c'est pour ça que j'ai mené des opérations, coup de poing entre guillemets, de démontage, je vous ai dit de destruction. Je préfère le mot démontage. Pourquoi? C'est des barrages en cours de construction. En cours de construction. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de porter atteinte à quiconque. Il s'agit pour moi de lutter contre les problématiques d'insalubrité, de sécurité et de santé publique. Il s'agit pour moi de permettre aux hommes et aux femmes qui, à un moment de leur vie, ont eu un accident, ont eu un problème, de leur permettre de vivre dans la dignité. Et donc moi, mon action, c'était lutter contre l'habitat insalubre. Sans vouloir vous interrompre, comment vous pouvez parler d'opération coup de poing quand vous détruisez quelques baraquements? On voit l'ampleur du phénomène. Saint-Pierre, par exemple, la zone Saint-Pierre, une explosion en 6 ans. Est-ce qu'on ne va pas, pour être clair, Serge Smoke ce soir, est-ce qu'on ne va pas, une fois de plus, aller vers une opération de résorption de l'habitat insalubre à côté de Cogno, où on vient d'en terminer une qui a été l'une des principales en Guyane? Je ne pense pas. Vous savez, moi, je suis un homme très optimiste. Je suis sûr et certain que nous trouvons les voies et moyens pour trouver une solution à cette problématique de squat qui touche pas seulement la Guyane, qui touche un ensemble de villes. Même dans l'Hexagone. La Guyane n'est pas une entité à part. Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut que nous agissions. Il faut agir en cohérence avec les services de l'État qui, eux aussi, mettent en œuvre un certain nombre de dispositifs et qui nous accompagnent sur un certain nombre de dispositifs vous avez parlé de l'État. Régler le problème. Vous parlez de l'État, justement. Vous avez écrit en novembre dernier à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, pour demander des actions fortes. Vous avez entendu le préfet également. Il demande au maire de faire le premier pas, de faire les démarches, de lancer les procédures. Est-ce que vous faites le nécessaire? Absolument. Rien que l'année dernière, nous avons fait une demi-douzaine d'interventions de démontage du squat. Nous avons aussi une police qui est extrêmement active sur le terrain, puisque, en compagnie de la gendarmerie, nous faisons effectivement un certain nombre d'actions. Nous avons relevé, l'année dernière, 75, nous avons élaboré, nous avons mis en place, nous avons rédigé 75 procès-verbaux de maisons, d'habitats qui ne respectaient pas les règles du Vous lancez les procédures judiciaires derrière? Nous lançons toujours, de façon systématique, régulière, des procédures judiciaires. Aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de procédures judiciaires qui sont en cours, et je peux vous dire que nous suivons cette affaire de très près pour que cela aboutisse. Et je veux vous dire, s'agissant de la question des squats, et je veux mettre en garde principalement les marchands de sommeil. Je serai intransigeant avec les marchands de sommeil. On ne peut pas vivre sur la misère, sur la faiblesse des autres. Et j'attire l'attention de monsieur le préfet. Je l'ai déjà fait et je le dis ici, de façon solennelle. Je souhaiterais que les actions de l'État
soit plus percutante, soit plus efficiente, pour que justement ce phénomène de squatterisation baisse en ampleur. Parce qu'il est possible de lutter contre, il faut simplement agir et trouver donc les stratégies à mettre en place pour éradiquer ce problème-là. Je suis confiant, je suis sûr que nous pouvons le faire. Mais il faut que tous les partenaires prennent leur part de responsabilité. Le message est passé, Serge Smoke. Tout de même, ce n'est pas le seul facteur, mais la crise du logement, on le sait, participe à cette explosion des squats. Alors, vous avez de nombreuses opérations sur votre commune de construction de logements. Mais prenons un exemple. Quand on voit, par exemple, l'extension de la ZAC Concorde, où les premiers habitants ont pu prendre leur logement il y a quelques semaines, en fin d'année. Donc, vous ne pensez pas que ça va trop lentement? Comment on peut faire pour faire accélérer toutes ces procédures? Là, je pense que là, vous avez parlé des causes, effectivement, de la squatterisation à outrance qui se fait à l'échelle du territoire guyanais. Oui, effectivement, une des premières causes, c'est le manque de logement. Le manque de logement en général, mais le manque de logement aussi social. Pour résorber cette problématique de logement, il faudrait, selon les statistiques, selon des études qui ont été faites, il faudrait moyenne basse entre 4 000 logements par an pendant 10 ans. Vous écrivez 1800 uniquement pour Matoury sur 5 ans. C'est ce que vous écrivez? Oui, mais ce sont des chiffres qui ont été, vérifiés. Mais on n'y arrivera pas à ce rythme-là. On n'arrivera pas, effectivement, mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut accélérer les processus. Et je vais vous dire une chose. Et c'est là où je dis que l'État doit intervenir de façon plus percutante. La LBU, la ligne budgétaire unique. Il faut revoir les modalités, logement social, oui. C'est ça, il faut revoir les modalités d'attribution de cette ligne, de ces crédits qui sont destinés au logement social. Il faut véritablement, il y a une sorte de plan Marshall pour qu'on puisse s'attaquer véritablement au problème de logement. Il faut construire des logements si on veut baisser l'ampleur de ces problèmes. Vous parlez du logement social, la deuxième plus importante société d'économie mixte en Guyane, c'est la Seine-Samar. Oui. Elle est particulièrement présente dans votre ville, absolument, à Matoury. Est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution de la société avec l'actualité récente? On l'a vu au mois de décembre, une grève des salariés. Cette semaine, on l'a entendu, la région Guadeloupe qui porte plainte contre la société. Non, de toute façon, moi, j'essaie de ne pas m'immiscer dans les affaires de la Seine-Samar. Je vois les réalisations qu'elle effectue sur le terrain. Je suis satisfait du travail qui est fait. Nous travaillons en parfaite collaboration avec eux, pas plus tard que hier, avec l'ADEAL, concernant le programme OIN, Opération d'intérêt national. Nous étions en train de travailler pour voir dans quelle mesure on pourrait donc améliorer, faire construire encore plus. Vous ne voulez pas vous immiscer, sans vouloir vous interrompre, mais le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, lui dit au contraire que la Guyane, en vertu de toutes les actions que la Seine-Samar a sur le territoire, doit avoir un droit de regard. Il propose de rentrer dans le capital. Est-ce que vous, pour la ville de Matoury, vous seriez intéressé? Moi, je distingue deux choses. Il y a la question de la gestion des turbulences aujourd'hui, donc, qui existe là au niveau de la Seine-Samar. À la limite, je dirais que ça ne me regarde pas. Ce que je veux, c'est que la Seine-Samar joue son rôle de bailleur et d'aménageur, si vous voulez, donc, du territoire. Et là-dessus, nous sommes en parfaite cohérence avec eux. Par contre, s'agissant de cette question de savoir si nous pouvons rentrer dans le capital de la Seine-Samar, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que c'est une question qui est assez délicate, bien entendu, compte tenu du contexte, bien entendu, parce qu'il s'agit d'engager des fonds. Donc c'est une question dont je débattrai avec les conseillers municipaux avant de vous porter une réponse publique aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une réunion. Pour vous dire que comment nous sommes dans l'action, j'ai une réunion très bientôt, je crois que c'est vendredi, avec le nouveau PDG de la Seine-Samar, que je dois rencontrer, avec lequel nous aurons des discussions donc, extrêmement intéressantes. Je vous propose de passer à tout à fait autre chose, la question des violences urbaines. On l'a vu le mois dernier, c'était à la marge d'un défilé dominical à Cayenne, sur la place des Palmistes, une bagarre entre jeunes. Je vous en parle parce que, évidemment, ce n'était pas dans votre commune, mais il semblerait que parmi les jeunes concernés, il y ait des jeunes de Cogno qui étaient face à des jeunes du village chinois, donc de Cayenne. Comment peut-on répondre à ces phénomènes de violence, Serge Smoke? Alors, vous semblez stigmatiser les jeunes dans votre présentation. Je veux dire que la jeunesse... Je parle d'un fait divers qui a marqué l'actualité. Oui, d'accord. Mais vous avez parlé de jeunes. La jeunesse, c'est une richesse. 44% de la population a moins de 20 ans.
l'avenir, ce sont les jeunes. Donc il faut que nous investissions les jeunes. Comment? Il faut les encadrer, il faut les accompagner, il faut les former. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons des jeunes qui n'ont pas de travail. Il y a un problème de précarité au niveau de ces jeunes, précarité par l'emploi, précarité par le logement. Il faut les encadrer, il faut les aider. C'est pour ça que nous avons mis en place un certain nombre d'actions, par exemple au niveau de la mise. La mise, c'est la maison de l'insertion, de la solidarité et de l'emploi, qui a pour objet de venir en aide, d'apporter des informations aux jeunes pour les aiguiller, pour les aider, pour qu'ils puissent donc s'insérer socialement et professionnellement. Donc c'est ce que nous faisons. Et donc nous avons décidé par exemple de faire de cette mise un guichet unique où vous avez à la fois tous les services publics de l'emploi qui viennent faire des permanences pour apporter leur concours à cette jeunesse, leur aide à cette jeunesse-là, parler du RSMA, de la mission locale, du PIGE, etc., etc., de Pôle emploi, etc. Donc nous agissons aussi au niveau des quartiers. Nous agissons aussi au niveau des quartiers, c'est-à-dire que nous mettons en place un certain nombre de dispositifs grâce au DSU. Vous avez relancé les conseils de quartier, visiblement. Les conseils de quartier, les conseils citoyens. Comment ça fonctionne? Alors écoutez, nous avons construit notre premier conseil citoyen à Concorde, d'accord, qui couvre toute la région de Concorde et de Stoupan. Donc il n'y a pas très longtemps, nous devons en mettre en place 5. Et ce sont, si vous voulez, des relais, de véritables relais qu'il y aura entre les problématiques des quartiers et le conseil municipal, en tout cas, et le maire. Donc, ce sont de véritables relais qui nous feront remonter tous les problèmes que les jeunes ou les moins jeunes rencontrent au niveau des quartiers spécifiques. Vous ne voulez pas stigmatiser la jeunesse, mais il y a quand même une réalité, c'est que cette violence, elle a également un impact sur le milieu scolaire. On en a parlé à plusieurs reprises dans l'actualité. L'an dernier, on se souvient qu'il a fallu mettre des forces de l'ordre, renforcer les forces de l'ordre à la sortie, par exemple, d'un établissement comme le collège du Ménil. C'est la solution, cela? Non, ce n'est pas une solution. On ne peut pas dire qu'il faut absolument mettre... De toute façon, il n'y aurait pas suffisamment de forces de l'ordre pour mettre devant chaque établissement scolaire. Je pense qu'il y a un travail que nous faisons au niveau du CLSPD, en parfait accord avec les directeurs, les responsables des collèges, des écoles, pour essayer de porter des solutions précises, parce que chaque cas est différent, chaque individu est différent. Chaque enfant a des problèmes qui sont différents des autres. Donc nous avons décidé de prendre à bras le corps ce problème-là et d'essayer d'identifier les problématiques auprès de chaque enfant. Et je crois que nous avons commencé, puisque nous avons déjà apporté un certain nombre de solutions. Parce que bien souvent, l'enfant, il est dans un milieu, il est chez lui, et parfois il refuse de venir à l'école. Il refuse l'école. Et l'école, pour eux, c'est parfois un calvaire, c'est une obligation. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Il faut que la personne se sente bien. Et bien souvent, les problèmes que nous rencontrons à l'école ne sont pas forcément des problèmes liés à des bonnes, etc. C'est simplement, moi je pense qu'il faut agir au niveau de la famille. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, par exemple, la maison de la parentalité, des liens donc très forts avec les parents. C'est mis en place ou c'est un projet? Ah non, non, non. Il me semblait que vous vouliez le mettre en place à Balata. Non, la maison de la parentalité, elle va être créée bientôt, donc il y a au niveau de la ZAC Copaya, mais nous agissons aujourd'hui avec donc le personnel de la mairie, notamment le CCAS, le Centre d'action sociale de la mairie, donc près des parents, pour encadrer, accompagner, aider les parents qui bien souvent ont des difficultés qui se répercutent justement sur le comportement de l'enfant. Alors je vous propose, puisque c'est le but, de donner également la parole à ceux d'entre vous qui nous suivent sur la toile, sur notre page Facebook, de répondre à cette question. Alors c'est Olivier qui demande concernant justement, on parlait des squatteurs, les propriétaires de terrains nus ou laissés à l'abandon depuis des dizaines d'années. Pourquoi ces propriétaires ne sont pas pénalisés, demande Olivier. Ah mais en fait, il faut... Alors c'est un véritable problème parce que lorsque le propriétaire donc son terrain est occupé, c'est à lui et non pas à la mairie ou à l'État de déposer une plainte. Et bien souvent, nous incitons, nous demandons aux propriétaires des terrains squattés de déposer une plainte, de faire la démarche au niveau judiciaire pour que nous puissions intervenir après. Et or, il faut savoir que 69% des terrains squattés relèvent du domaine privé. Ce sont des particuliers qui voient un jour leurs biens donc être confisqués par des personnes qui viennent s'installer sur leur propriété. Donc, ce que nous recommandons aux personnes, c'est de déposer une plainte, de faire eux-mêmes la démarche. Alors, bien souvent,
vous avez affaire à des propriétaires qui n'ont pas, qui n'ont pas envie de le faire et qui craignent un certain nombre de choses, je ne sais pas quoi, mais qui ne veulent pas faire cette démarche-là, parce qu'ils la trouvent très longue, fastidieuse et aussi coûteuse, parce que bien souvent, il faut qu'ils prennent un huissier, qu'ils prennent un avocat pour entamer une procédure. Tout cela a un coût. Vous semblez insister sur l'action au cœur des quartiers. Alors on va tout de même rappeler qu'il y a donc quelques jours, vous avez reçu le label Ville sportive et active. C'est ça. Très bien. Et la suite, quel projet pour donc mettre en place justement cette dynamique sur la durée? Alors déjà, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des services municipaux qui ont participé activement à l'acquisition de ce label-là. Alors, en fait, cela prouve simplement que nous avons une politique sportive qui est extrêmement dynamique et qui touche, que nous extériorisons et que nous amenons dans les quartiers. Parce que nous avons remarqué que les jeunes ne se déplacent pas forcément vers le bourg, vers le centre, vers les instances, les institutions, mais qu'il fallait que nous ayons dans les quartiers. Et nous, c'est une preuve que cette politique de proximité que nous mettons en œuvre, eh bien, elle marche. Ça marche. Alors, à quoi ça sert ce label-là aussi? C'est simplement, ça nous encourage déjà à poursuivre dans cette politique sportive que nous voulons, que nous mettons en place. Je vous rappelle simplement qu'à Matoury, ce sont, ne serait-ce que pour certains clubs, ce sont de nombreux licenciés. Et les clubs, bien souvent, ont besoin de soutien, et notamment de soutien financier. Nous les accompagnons. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une convention tripartite entre les grosses entreprises qui sont sur le territoire, les clubs et la mairie, de façon à ce que donc, ces associations sportives puissent avoir une manne financière suffisante pour pouvoir poursuivre leurs activités. Alors, nous allons parler de tout à fait autre chose. Nous allons parler de votre politique, de votre gestion, de votre équipe municipale. Mais tout d'abord, cette question, encore une fois, d'un internaute qui pose la question de l'aménagement foncier. Monsieur le maire, à quand la levée du PPRI? Donc, on rappelle qu'il s'agit du plan de prévention des risques d'inondation. Dans la zone chemin La Levée à Matoury, c'est une question d'Anne-Marie Audard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les terrains ont un statut. Il y a un PLU, plan local d'urbanisme. C'était un engagement de la campagne, la révision de ce plan. Oui, absolument. Alors, c'était un engagement très fort de la campagne. Je crois qu'il c'est un engagement qui était au centre des débats. Et donc, en 2014, nous sommes arrivés, pour un certain nombre de raisons. Je dirais que le PLU, cette révision globale, générale du PLU, n'a pas pu être faite. Dites-le, des dissensions politiques. Je vais simplement vous dire qu'en 2017, en septembre 2017, lorsque je suis arrivé, j'ai pris à bras le corps ce problème-là. Et aujourd'hui, il faut savoir que ça y est, c'est fait. J'ai signé une convention avec l'ODEG qui est chargée de la mise en œuvre de la révision du PLU au niveau de Matoury. Et c'est à cette occasion-là, parce que vous savez, c'est une démarche qui est très longue. Il faudra compter entre 24, ce sont les premières prévisions, entre 24 et 26 mois. Ce sont des actions qui sont extrêmement longues. Donc, à l'occasion de cette révision-là, certainement, nous aurons à revoir donc, le positionnement et le statut de certaines parcelles de terrain pour... Je me rappelle, dans la campagne, et dans ma campagne, les propos que je tenais, je disais qu'il fallait libérer le foncier à Matoury. Pas à n'importe quel prix, bien entendu. Il fallait libérer le foncier. Parce que c'est vrai qu'il y a des zones d'activité qu'on aurait pu, des aménagements qu'on aurait pu faire, donc au profit des administrés, qu'on ne peut pas, tout simplement, on ne peut pas mettre en œuvre parce que le PLU l'empêche. Alors, monsieur le maire, c'est très bien que vous vous rappeliez de vos slogans de campagne. On va en parler, justement. Vous êtes maire, vous l'avez dit il y a quelques instants, depuis septembre 2017. Avec une majorité fragile, vous assurez la gestion communale aux côtés de ceux que vous avez combattus lors de la campagne pour les élections municipales. Je veux parler des membres de l'équipe de l'ancien maire, Jean-Pierre Roumillac. Est-ce que vous comprenez que pour certains de vos administrés, c'est une trahison du principe démocratique? Non, ça, ce sont les personnes qui disent que c'est une trahison. Il y a très peu qui le disent. J'ai entendu des leaders politiques que vous connaissez très bien, dire que c'était donc une trahison, qu'on avait trahi donc la pensée des administrés. Je vais vous dire une chose. On est élu avec une équipe et un programme, tout de même. Ceux qui aujourd'hui
se plaignent d'une quelconque alliance que j'aurais effectuée avec l'opposition. Pourquoi vous employez le conditionnel? Pourquoi vous employez le conditionnel? Vous avez donné des délégations à l'ancienne opposition. Attendez. Ce sont ceux-là même qui, dans les coulisses, dans les parties sombres des couloirs, ce sont ceux-là même qui allaient négocier avec cette opposition pour être élus maire. Ils n'ont pas réussi. Ce que je veux vous dire, j'ai été élu de façon tout à fait démocratique. J'ai été élu de façon tout à fait démocratique, dans la transparence, aux yeux de tous. Il y avait des candidats, j'ai maintenu ma candidature et j'ai eu une majorité qui a fait que je sois maire aujourd'hui. Vous êtes en train de dire que Jean-Victor Castor a tenté de négocier avec les membres de l'équipe de Jean-Pierre Romière? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dominé, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il faut que vous sachiez, par exemple, qu'au deuxième tour, j'avais 17 voix et que le candidat le plus proche n'avait que 9 ou 8 voix, vous reprenez donc vos chiffres, vous verrez, et qu'au troisième tour, il y a eu un véritable complot contre moi. Et puis finalement, le complot n'a pas marché. Mais moi, je suis resté droit dans mes bottes. De façon simple, Serge Smoke, vous avez été élu avec une équipe pour un programme aux côtés de Gabriel Serville, qui aujourd'hui est ouvertement dans l'opposition au sein de votre conseil municipal. Oui. Est-ce que cela ne pose pas un problème de cohérence de la politique depuis 2014? Non, pas du tout, parce que moi, l'action que je poursuis, les actions que je poursuis sont des actions qui n'ont pas été justement réalisées pendant 4 ans. C'est ce que j'essaie de faire. Voyez-vous, je vous ai pris l'exemple du PLU, mais je pourrais prendre pléthore d'exemples. On a été élu sur un programme, il y a des choses qui n'ont pas été faites, beaucoup n'ont pas été faites, il y a des choses que je suis en train de reprendre depuis que j'ai été élu. Et alors ça, les gens le voient. C'est intéressant. Il suffit de venir à Matoury, vous verrez le changement qu'il y a eu. Et vous regardez notre programme, vous verrez la cohérence qu'il y a entre le programme, notre programme, et son application aujourd'hui depuis 2010. C'est intéressant parce que pour avoir suivi justement l'actualité politique de votre commune, vous étiez en opposition avec le maire élu Gabriel Serville, vous estimiez qu'il ne communiquait pas, et actuellement, certains de vos conseillers municipaux estiment que vous ne communiquez pas suffisamment, que vous souhaitez parfois passer en force. On parle notamment du dossier du lycée de Matoury, qui, vous le savez, vous êtes pour qu'il soit mis en place sur la zone de Copaya, quand vos élus, pour un certain nombre, souhaitent que ce soit mis dans la zone de Gibelin. Voilà. Et on vous accuse de vouloir passer en force. Non, je ne veux pas passer en force. Écoutez, l'histoire du lycée, elle est simple. Moi, je crois qu'il ne faut pas en faire de la politique politicienne. Les choses sont claires. Il y a 700 élèves, 700 enfants, qui tous les jours se lèvent très tôt et reviennent très tard le soir chez eux. Ça, ce sont des chiffres. Les chiffres sont têtus. Nous avons un terrain d'assiette qui bénéficie de tous les réseaux, les voiries possibles, imaginables. Sur la zone d'aménagement concerté de Copaya. Sur la zone d'aménagement concerté de Copaya. Les propres élus qui étaient avec moi en commission, qui étaient d'accord pour situer, pour construire ce lycée dans la ZAC de Copaya, en arrivant au conseil municipal, pour des raisons que je ne m'explique pas, à l'approche des élections, je suppose que les esprits évoluent un peu, ils se sont opposés à ce qu'un lycée soit construit. Et moi, je dis que c'est une erreur grave, parce que ce sont les jeunes que nous mettons en difficulté. C'est la jeunesse guyanaise que nous mettons en difficulté. Vous voyez, lorsque nous faisons de la politique politicienne, de la politique électoraliste. Alors, ce que je veux vous dire, je vais remettre le débat. Je vais revenir devant les conseillers. Parce que certains m'ont dit, ah mais oui, on n'avait pas compris que c'était dans le cadre du plan d'urgence. D'autres m'ont dit, ah, on n'avait pas tout à fait compris qu'à Gibelin, là où certains voulaient donc construire ce lycée, à Gibelin, oui, on ne savait pas que ce n'était pas en zone N, parce que c'est en zone N, en zone naturelle. C'est-à-dire qu'avant de construire ce lycée, on va perdre 5, 6, 7 ans, 8 ans, peut-être, parce qu'il faudra changer le PLU, aménager les zones, mettre en place les voiries et réseaux nécessaires avant de construire ce lycée. Nous avons cette possibilité que mon prédécesseur avait donc, pour laquelle mon prédécesseur était d'accord. Il était d'accord. En tout cas, vous allez rouvrir le débat au sein du conseil municipal sur cette question. Mais je veux vous dire, c'est de la politique politicienne. Parce qu'on sait très bien que si on veut donc construire un lycée aujourd'hui, sinon l'argent va repartir, on va perdre l'argent. Et les nombreux parents que j'ai reçus en mairie, les associations de parents d'élèves, la fédération, Mme Chambaud était là l'autre jour, il me semble, sur vos antennes, vous avez vu sa réaction. Elle ne comprend pas que des élus responsables puissent avoir
dit non à une telle. Alors, monsieur le maire, vous estimez que c'est de la politique politicienne. Certains élus que nous avons contactés estiment que l'opportunité de cette installation dans le lycée Agibelin permettrait de mieux aménager la commune. En tout cas, le débat va être ouvert au sein du conseil. Non, mais on a très bien compris, le débat va être ouvert à nouveau. Oui. Puisque vous parlez du contexte des élections qui auront lieu dans un an, est-ce que vous serez candidat? Alors, vous avez déjà dit dans la presse que vous serez candidat en 2020 si la population vous y pousse. Qu'est-ce que cela veut dire, Serge ça veut dire, vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous avez les bons soutiens politiques, vous êtes comme moi au contact de la population. Parce que moi, je suis un maire, je suis en mairie tous les jours. Parfois même du lundi au dimanche. Je suis en mairie, je suis ici. Je ne suis pas dans les salons feutrés, quelque part, dans l'Hexagone. Je suis ici. Je suis présent. Je suis face aux gens. Je vais sur le terrain. Je suis un homme de terrain, de proximité. Donc j'entends, j'ai le retour. Je saurai à un moment donné quand même si je dois me risquer, prendre un risque, ou aller, franchement, le cœur ouvert, avec toutes les garanties de pouvoir poursuivre l'action que j'ai commencé à mener. Et le lycée, pour revenir dessus, j'ai une lettre de Rodolphe Alexandre, de M. Rodolphe Alexandre, qui sera sur notre site, etc. Je vais vous la laisser, où il répète, il dit les raisons pour lesquelles ce lycée, il est indispensable de le faire. Là, sinon, l'argent va repartir. Alors, il le donne, il le dit, il le développe avec des termes techniques. Je suis en parfait accord avec lui sur cette affaire-là, y compris même ceux qui avaient voté contre. Si je reviens sur le lycée, pour moi, c'est On a très bien compris. Je vous remercie, Serge Smouk. On a très bien compris. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission politique Un point c'est vous qui touche à sa fin. Merci à vous de nous être fidèles. Juste le temps de vous rappeler que Politique Un point c'est vous revient le 20 mars prochain. L'invité sera Alexis Tchouka, militant, spécialiste du droit autochtone et bien entendu candidat aux élections législatives européennes. À très bientôt donc sur notre antenne et bien entendu vous retrouvez cette émission sur le site Outre-mer, france-tv-info.fr. Excellente soirée sur Guyane la Première. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.